Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue pour cette dernière conférence de la journée Data Day organisée par Cybercité. Des petits détails techniques, donc avant d'accueillir nos conférenciers, n'hésitez pas à utiliser l'onglet Converser, c'est la fin de journée, n'hésitez pas à discuter, à venir commenter cette conférence, pensez bien à basculer le petit bouton bleu de tous les conférenciers à tous les conférenciers et participants pour que tout le monde puisse voir. Et vous avez également l'onglet questions et réponses pour que Pauline et Luc-Marie puisse y répondre. C'est donc Q&A dans votre barre de menu Zoom et vous pourrez également commenter et voter pour les questions que vous voulez qui soient traitées en priorité. Donc, je vais inviter nos deux conférenciers à venir me rejoindre, à rallumer leur webcam et à partager leur écran. On va parler d'un sujet donc très intéressant. On va parler de données, mais surtout, est-ce qu'on est dans la légalité? Bonne conférence à vous. Merci, Merci. merci, bonjour à tous. Merci d'abord infiniment à Cybercité pour son invitation. Cybercité qui est un vieux complice pour nous. On travaille ensemble depuis pas mal d'années et notamment sur ces sujets sur lesquels on avait commis ensemble un livre blanc au moment de l'intervention du RGPD. C'est vrai que un peu plus de 2 ans et demi bientôt que ce RGPD est en application. Et c'est vrai que l'une des grandes questions, c'est comment faire cohabiter data et RGPD. On a souvent, nous, constaté un grand écart, en tout cas deux visions assez extrêmes, assez contradictoires au sujet du RGPD. D'un côté, certains qui considèrent que finalement le RGPD est un empêcheur de tourner en rond, hein, qui tuerait en quelque sorte le game de la data. En particulier ceux qui ont l'obsession du consentement ever, j'allais dire, l'obsession de la case à cocher partout et qui considèrent qu'en dehors de ça, on peut rien faire. Et puis l'autre extrême, ce serait en quelque sorte, le RGPD, c'est que de la cosmétique, c'est de la paperasse, et qu'il n'y a pas vraiment de sanctions ou de sanctions réelles. Alors, quand même, juste pour mémoire, aujourd'hui, 3 millions d'euros qui ont été prononcés par la CNIL à titre de sanction à Carrefour, par exemple. Rien que dans le mois de novembre, on a également encore 42 millions d'euros de sanctions qui ont été prononcées et depuis le début de l'année, près de 100 millions d'euros de sanctions. Alors, ça ne concerne pas forcément tout le monde, mais à l'évidence, c'est une autre idée reçue. Entre ces deux extrêmes, finalement, entre d'un côté, le RGPD comme empêcheur de tourner en rond et RGPD purement cosmétique, on a une réalité qui est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe, avec des textes qui donnent lieu à des interprétations et parfois pas toujours de réponse. Alors, je n'irai pas jusqu'à faire une comparaison, je me souviens en particulier d'une excellente conférence de Jean-François Longy, il y a quelques années qui avait intitulé sa conférence «Google ment». Je n'irai pas jusqu'à dire que la CNIL ment, mais la CNIL se trompe, la CNIL ne sait pas toujours et elle est parfois démentie par les juridictions. Ce qui conduit à dire qu'il ne faut pas toujours faire ce que dit la CNIL exactement et qu'il existe des voies, d'autres voies, alors pas des voies qu'on entend évidemment comme Jeanne d'Arc, d'autres voies à suivre, des voies qui sont créatives, des voies interprétatives pour dépasser ces deux extrêmes entre on peut rien faire ou c'est juste du papier. Tout ça à condition de bien documenter les choses, de bien justifier, d'avoir des approches qui permettent de contourner la difficulté. C'est le cas notamment en matière de données agrégées, on en parlera tout à l'heure, ou de profilage. Et donc, en définitive, ce que l'on voulait faire aujourd'hui, c'est partager avec vous notre expérience, notre vision, notre façon de procéder, et tout ça très simplement à travers le cycle de vie et de valorisation de la donnée pour voir comment progressivement, dans l'ensemble de ce cycle, on arrive à trouver des solutions. Oui, alors en complément de ce que vient de dire Luc-Marie, et sur le fait que la CNIL ment ou ne ment pas, ce qui est sûr, c'est que la donnée, c'est une problématique que vous avez tous, que vous rencontrez tous et que vous traitez tous différemment. Le RGPD
en plus, à cette heure un peu tardive de la journée, après une journée entière de conférences, peut paraître un petit peu rude à aborder. Mais c'est simplement, enfin en tout cas notre volonté est simplement de mettre en exergue en fait les choses qu'on a l'habitude d'entendre et les réticences que vous avez certainement tous et qu'on a nous aussi concernant le RGPD appliqué à la donnée personnelle et la réalité du business. C'est-à-dire que la donnée, elle va avoir un voyage naturel qui commence par la collecte, dont ensuite on va se poser la question de l'accès, de l'enrichissement des recoupements et éventuellement de la valorisation. Mais en réalité, tout ça, ça rentre dans le trajet naturel de la donnée et les questions que tout le monde doit se poser sur quelles données, à partir d'où, par qui, pourquoi, combien de temps, et qu'est-ce que je peux en faire en fonction de où est-ce que je l'ai trouvé et qui va pouvoir y avoir accès et s'en servir. Alors, c'est vrai que une des idées reçues qui apparaissait là dans nos 5 idées reçues, c'est en fait pour utiliser de la donnée, pour la traiter, pour pouvoir l'exploiter, il me faut forcément un consentement. Alors oui, naturellement, on va plutôt avoir tendance à penser collecte de données, consentement de la personne concernée. Or, si c'est effectivement une base légale, on va dire la plus naturelle et finalement celle avec laquelle on est le plus souvent confronté, c'est pas la seule base légale qui permet de collecter, d'accéder et ensuite d'exploiter des données personnelles. Alors, si on prend le cas du consentement, c'est ce qui, une fois de plus, est le plus naturel, finalement ce que l'on connaît le mieux, ce qu'on maîtrise plus ou moins bien selon les cas. Si on prend des exemples très institutionnels de vente privée ou par exemple des aéroports de Lyon, on voit bien que la collecte de données personnelles au moment notamment de la création de profil va générer des cases à cocher de je souhaite recevoir un certain nombre de choses d'un certain nombre de personnes et que on va pouvoir collecter un certain nombre de données à partir de là. En réalité, on a à partir notamment de ces formulaires, 2 bases juridiques déjà différentes pour l'acquisition, la collecte de données personnelles. Parce que quand on crée un profil, en réalité, sur n'importe quelle plateforme ou application, on va générer un contrat avec l'éditeur de la plateforme. Donc on a d'un côté l'exécution du contrat, donc déjà on est sur une base légale différente du simple consentement pour la collecte de la donnée. Et ensuite, en parallèle, on va avoir effectivement cette base légale du consentement qui va permettre ensuite de pouvoir adresser à la personne qui a créé son profil ou qui nous a sollicité d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir lui renvoyer d'autres éléments. Et notamment, là, on voit les offres et actualités de mon aéroport pour l'aéroport de Lyon. Et la question qui va finalement poser, à mon sens, un peu des difficultés ici, c'est la question de l'autorisation des partenaires de l'aéroport à recontacter la personne qui aura créé son profil. Alors, pourquoi ça pose une difficulté Parce que même si l'idée, c'est pas faire du RGPD et de la conformité RGPD à ce stade, il y a 2 sujets. Le premier, c'est que ce qu'a dit la CNIL, un peu contrainte et forcée malgré tout, mais on y reviendra, c'est qu'on est censé avoir un consentement avisé pour chaque traitement, c'est-à-dire pour chaque finalité de traitement, c'est-à-dire pour chaque catégorie, famille de traitements qu'on souhaite opérer. Et puis, quand on transmet à des partenaires, en fait, la base, c'est d'identifier les partenaires et de laisser de la même manière la possibilité à la personne concernée de choisir les partenaires et les finalités qu'elle souhaite obtenir, enfin, auquel elle souhaite accéder par l'intermédiaire de ses partenaires. Et là, c'est très important sur également une notion sur laquelle on reviendra plutôt en fin de présentation, sur la valorisation de la donnée. Puisque quand même un point positif qui a été relevé de l'entrée en application du RGPD, c'est que certes, ça a été perçu dans un premier temps comme une fonte des glaces au soleil de la base de données, mais en réalité, ça permet également de qualifier la donnée. Parce que du coup, quand on va cocher volontairement sur une case de tel partenaire m'intéresse pour tel type de produit ou tel type de service, nécessairement, les personnes concernées vont être beaucoup plus intéressées, vont certainement beaucoup plus confirmer leur intérêt par la suite lorsqu'elles vont recevoir une sollicitation.
De la même manière que pour les formulaires dont on vient de parler, on a la question des cookies. Alors, on ne va pas vous faire une explication sur ce qu'il faut écrire, comment, sur le bandeau cookie et sur les fenêtres de paramétrage, mais c'est pour faire un parallèle en fait sur ce que disait Luc-Marie en préambule, à savoir la CNIL ne sait pas tout. Alors effectivement, peut-être à la différence de Google qui ment, la CNIL, c'est peut-être pas volontaire, mais la CNIL, il faut voir que ce n'est qu'une seule autorité de contrôle parmi toutes les autorités de contrôle qui existent au niveau européen. Heu et pas forcément la plus rigoureuse. En l'occurrence, la France n'est jamais, l'État le plus rigoureux en matière d'application, et de mise en œuvre des, réglementations européennes au sens large. Donc là, on ne fait pas exception. La CNIL n'est pas la plus rigoureuse et puis surtout la CNIL, il faut se rendre aussi un peu à l'évidence, la CNIL, c'est un nombre de personnes limité avec des connaissances dans certains domaines, mais des connaissances techniques qui sont malgré tout limitées. Et finalement, l'intérêt du RGPD vis-à-vis de la CNIL aussi, c'est qu'avant, il fallait faire des démarches préalables pour dire regardez la CNIL ce que je fais et tout va bien. Maintenant, c'est la CNIL qui vient vous voir et qui vous dit montrez-moi ce que vous faites et je vous dirai si c'est conforme à la réglementation. Et donc, ça pose on va dire, un prisme d'analyse qui est très différent puisque techniquement la CNIL, elle est limitée parce que son personnel, c'est pas, des pros de l'IT et qu'à un moment, ils ne connaissent pas non plus la réalité des marchés, la réalité des technologies et la réalité de tout ce qui est mis en œuvre pour justement essayer de contourner ou d'aménager, les réglementations, et les gaps de réglementation aussi en vigueur. Par contre, la CNIL, elle sait où chercher et elle sait quelles questions vous poser. Et c'est pour ça qu'il est hyper important et primordial de construire une vraie conformité en matière de données personnelles parce que, en fait, la CNIL, ce qu'elle va faire, c'est poser des questions. Et il faut que vous ayez des réponses à ces questions-là. La CNIL, elle n'a pas toutes les réponses. Preuve en est, en matière de cookies, elle est passée par des chemins très sinueux pour arriver aux recommandations qu'elle fait actuellement en matière de cookies. Quand on se souvient et qu'on fait un peu d'histoire, on a une entrée en application du RGPD qui date de mai 2018, des lignes directrices de la CNIL déjà en matière de cookies qui datent de juillet 2019. En termes d'actualité, on n'est quand même pas au top. On a une première décision de la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2019 qui déjà contredit les préconisations de la CNIL. Alors, déjà, au moment de l'entrée en vigueur de ces lignes directrices, nous, on estimait que la CNIL était quand même pas super bonne en termes d'interprétation de la réglementation, mais peu importe. On a ensuite l'ex-G29 et maintenant le comité européen de protection des données qui dit attention, c'est pas tellement comme ça qu'il faut comprendre la réglementation et qui fournit elle-même des lignes directrices, enfin lui-même, le comité, des lignes directrices en mai 2020, mais il faut attendre une condamnation par le Conseil d'État en juin 2020 pour que finalement la CNIL dise oui, bon, alors c'était pas exactement comme ça qu'il fallait le comprendre, mais en même temps, nos lignes directrices, elles ne sont là que pour vous donner des indications et elles ne sont pas normatives, donc pas obligatoires. Donc en fait, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire comme ce qu'on avait dit. Et puis finalement, bah, on ne savait pas trop interpréter nous-mêmes le RGPD, donc on avait fait ça un peu à notre sauce. Et finalement, on s'est fait toquer, donc on modifie nos lignes directrices. Tout ça pour dire que il faut apporter des raisonnements sur la base de la réglementation, construits à partir de vos business et de vos questions propres, de vos contraintes, de vos objectifs, parce que nous, en premier lieu, mais surtout les gens avec lesquels on travaille, ils posent un objectif et ensuite ils nous disent, bon, concrètement, comment on fait pour l'atteindre. Et nous, notre objectif, c'est d'aider les gens à construire leur propre conformité pour atteindre ces objectifs-là. Alors la route ne va pas forcément être très droite tout le temps, mais en tout cas, on arrive malgré tout, par des interprétations, par des lacunes, alors ça peut être de la CNIL, ça peut être aussi des vides un peu de la part de la Cour de justice ou du Comité européen de protection des données. Enfin, tout ça cumulé fait qu'on arrive quand même à documenter une certaine conformité qui est bien plus près de la pratique et des contraintes techniques. Et ce seront des choses qu'on pourra opposer en cas de contrôle ou en tout cas expliquer en cas de contrôle pour dire, bah voilà, nous, notre conformité, elle résulte de tel raisonnement
techniques et de telles considérations. Et donc, on estime qu'on est tout à fait dans les clous. Et ce sera à ce moment-là, quand on propose une construction, notamment à une autorité de contrôle comme la CNIL, que cette fois, ce sera à elle de nous dire « Ah bah oui, mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça, il aurait peut-être fallu faire autrement ». En termes de fondement, alors pardon, il y a une question du coup dans le chat. Oui, notre préconisation, alors c'est peut-être effectivement de s'appuyer davantage sur les préconisations de l'ex-G29 et du CEPD maintenant. Ce qui est sûr, c'est que c'est en tout cas de se nourrir et de s'enrichir des autres voies que la CNIL. Parce que la CNIL, elle reste une autorité certes indépendante, mais pas si indépendante que ça, qu'elle n'a pas 14 bras et que l'avantage d'une réglementation européenne, c'est quand même de créer une harmonisation. Donc les organes d'harmonisation, ce n'est pas la CNIL. Entre ce que dit la Cour de justice, ce que dit le comité européen et ce que personne ne dit et qu'on peut construire entre tout ça, on a quand même une latitude assez importante et on le voit tous les jours qu'on construit des politiques de conformité qui sont un peu un amas de toutes ces règles et de ce qu'on imagine aussi des règles qui ne sont pas encore tout à fait définies. En ce sens, donc, il y a quelque chose une autre base légale qui est, alors, peu ou mal exploitée, qui est le fondement de l'intérêt légitime. Alors, l'intérêt légitime, en fait, il intervient entre le RGPD et la prospection commerciale au sens large, donc il relève notamment du code des postes et des communications électroniques, mais il permet malgré tout à un responsable de traitement, puisque c'est l'intérêt légitime du responsable de traitement, hein, ce n'est pas l'intérêt légitime de la personne concernée, ça c'est quand même une chose importante à dire, parce qu'on a le même vocabulaire qui s'applique indistinctement au responsable du traitement ou à la personne concernée. Et donc l'intérêt légitime, il va vous permettre de pouvoir étendre finalement vos traitements à partir de données que vous détenez à des fins qui sont, on va dire, peu ou prou avouables. Alors, on aura une appréciation différente selon si on parle de B2B ou de B2C. Globalement, en matière de B2C, on ne peut pas prospecter quelqu'un dont on trouverait l'adresse email, par exemple, sur Internet et qui ne nous connaîtrait ni en noir ni en blanc et qui ne… en fait, la prospection qui émanerait de nulle part, parce qu'il est quand même nécessaire que la personne ait consenti à un moment donné à l'utilisation notamment de son adresse email. Par contre, quand il s'agit d'un client, on va pouvoir, sur le fondement de l'intérêt légitime, le reprospecter à partir de la cible initiale. Donc, par exemple, on va pouvoir faire une prospection pour des services ou produits analogues à ceux qu'il a déjà soit commandés, soit pour lesquels on est déjà intervenu pour lui. Et ça peut s'interpréter très largement. Le CEPD notamment nous dit, par contre, il y a un principe de proportionnalité à appliquer, mais c'est notamment ce qu'utilise, on peut le dire, un peu largement Amazon, quand vous allez chercher sur Amazon du gel hydroalcoolique et que vous allez recevoir un email de prospection pour un voyage aux Seychelles. En réalité, j'exagère peut-être, mais à peine, en réalité, c'est sur le fondement de l'intérêt légitime que vous allez recevoir cet email de prospection, puisque Amazon va considérer que dès lors que le service que vous avez sollicité en premier relevait de la vente par l'intermédiaire d'Amazon de produits fournis par une société tierce, eh bien, finalement, le voyage aux Seychelles, ça relève à peu près du même type de service, en tout cas du point de vue d'Amazon. Alors, de la même manière, le Comité européen protection des données nous donne des exemples un peu plus pragmatiques, nous dit, quand vous êtes un magasin d'informatique et que vous avez collecté des données de vos clients qui sont venus acheter quelque chose chez vous, vous avez la possibilité, même si c'est par exemple une vente en magasin, mais que la personne concernée vous a laissé son adresse email, vous avez la possibilité de le reprospecter pour d'autres services ou d'autres produits que vous proposez à la vente. Ça, le comité estime que c'est tout à fait légitime. En revanche,
l'intérêt légitime n'est pas retenu lorsque on interfère et qu'on a quand même une augmentation substantielle du recoupement de données. Donc, dans le cas d'une pharmacie en ligne où, en réalité, avec aussi l'aide un peu d'intelligence artificielle, vous allez créer un profil utilisateur réel ou supposé, on va dire avec un peu de prospectif, pour dire: «Bon, bah, voilà, alors, cette femme, m'a acheté de la crème pour les mains, vu sa tranche d'âge, ses, problématiques de santé, son environnement de vie et cetera, j'estime que dans, je dis n'importe quoi et vraiment, hein, ça sort des lignes directrices, je ne l'invente même pas. Dans 6 mois, il est vraisemblable qu'elle va être enceinte et donc je vais lui proposer un test de grossesse à ce moment-là». Là, ça a été, et il a été estimé que pour le coup, l'intérêt et les libertés individuelles de la personne concernée, n'étaient pas, étaient restreintes par, l'intérêt, légitime ou supposément légitime, de la pharmacie et que donc on ne pouvait pas fonder ce type, de reprospection sur, l'intérêt légitime. Alors à l'inverse, s'agissant des relations B2B, enfin pas à l'inverse, mais s'agissant des relations B2B, on est un peu plus flexible puisque en réalité, dès lors qu'on a, l'adresse email, l'adresse de contact, d'un professionnel, donc email professionnel, hein, pas son email personnel et qu'on a des services ou des produits à proposer en lien direct avec, son poste, à ce moment-là, il faut lui laisser la possibilité de se désinscrire de ce genre de prospection, mais on peut le faire. Parce qu'on estime que dans les relations entre professionnels, il y a moins d'atteinte portée aux libertés individuelles de la personne concernée. Et en matière donc toujours finalement d'intérêt de la collecte de données et de l'accès de ces données par les potentiels responsables de traitement, on va s'intéresser donc à la question de que se passe-t-il quand on a des données personnelles en fonction pardon, c'est le chat. Et donc, il n'y a pas de question d'opt-in dans ces cas-là au niveau pro ou perso. Alors en fait, au niveau, personnel, on sera plutôt sur de l'opt-in, mais avec, on va dire, heu, en étendant un peu, sur le fondement de l'intérêt légitime, la prospection pour des services ou produits analogues, alors que sur, la question, professionnelle, on sera plutôt sur une notion d'opt-out, où par principe, on considère que le professionnel, est d'accord dès lors qu'il nous a fourni, ses coordonnées, mais par contre, il aura toujours la possibilité de se désinscrire de ce type de prospection. Donc, sur la question de l'accès, parce que oui, parfois on a, un certain nombre de données, on estime que lorsque on a, de la donnée personnelle, une fois qu'on l'a collectée et qu'on l'a collectée à peu près en conformité avec les règles la réglementation européenne, on va se dire: «Bon, bah, finalement, on peut en faire à peu près ce qu'on veut». Or, il ne faut pas oublier qu'on collecte de la donnée sur, le fondement de certaines finalités et que ce n'est que dans le cadre des finalités, autorisées, par la personne concernée, qu'on va pouvoir ensuite, utiliser, traiter, exploiter, ces données personnelles-là. Et donc, va se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire autrement, finalement? Autrement que de la collecte directe, et notamment la question de la collecte indirecte. Alors, on a voulu vous parler d'un exemple, qui est, finalement assez parlant, sur, l'organisation d'événements. L'organisation d'événements, habituellement, on a un organisateur et puis on a un organisateur qui ensuite vend des partenariats, à des tiers qui vont être soit, les gens qui vont, proposer un stand, lors de l'événement ou qui vont être, des tiers, divers et variés, mais qui ont tous la particularité commune de s'intéresser largement à la base de données des gens, qui vont être présents ou s'inscrire ou, venir, sur l'événement concerné. Surtout que quand c'est des événements, notamment,
ciblé sur, alors on parlait, mais ça c'est par intérêt personnel, du salon du cheval ou du salon du livre ou d'autres salons qui ont des thématiques comme ça particulières. C'est sûr que les acteurs du secteur ont tout intérêt à récupérer des bases de données qui seront finalement déjà des données personnelles un peu qualifiées, puisque ces gens ont manifesté leur intérêt pour la matière concernée. Eh bien, c'est vrai que des constructions sont possibles. C'est-à-dire que, pour refaire un peu le schéma habituel, on a l'organisateur qui va devoir lister précisément les partenaires à qui il souhaite communiquer, parce que là, c'est vendre, mais c'est de la vente finalement un peu indirecte pour la personne concernée, mais communiquer l'ensemble du listing des personnes qui se sont présentées à l'événement. Et donc, parfois, ça peut poser des problèmes même d'organisation, puisque jusqu'au dernier moment, certains partenaires ou certains stands ne sont pas encore exactement définis, etc. Et qu'en termes de logistique, ça peut être problématique. Or, ce qu'il est tout à fait envisageable de faire, ou en tout cas d'organiser contractuellement, c'est que plutôt que d'être partenaire, même si au final ce sera la même chose, vous pouvez être co-organisateur. C'est-à-dire que contractuellement, avec l'organisateur principal, vous allez conclure un contrat, non pas de partenariat, mais de co-organisation de l'événement. Vous allez apparaître en tant que co-organisateur, alors plus ou moins selon comment est-ce que c'est customisé, sur notamment les fiches de renseignement des personnes qui se rendent à l'événement. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'un consentement spécifique pour le transfert des données personnelles de la personne concernée au tiers, puisqu'en fait, le tiers n'est pas un tiers, il est un destinataire direct, il est un co-responsable, un co-organisateur de l'événement. Et à ce moment-là, vous avez une collecte directe de l'ensemble des données personnelles des gens qui se sont présentés au site, sur l'événement, sur site. Et donc, il est beaucoup plus simple ensuite de justifier l'utilisation directe de ces données personnelles. Et donc, ça fait également le lien avec, finalement le raffinement et puis l'enrichissement et le recoupement des informations que vous pouvez détenir, par ailleurs et la façon dont vous allez pouvoir exploiter tout ça. Effectivement, une fois qu'on a pu collecter, accéder à la donnée avec un volume important de données, dans le processus de valorisation progressive de ces données, eh bien, on peut avoir intérêt à recouper ces données avec d'autres informations pour procéder à une véritable modélisation et à un véritable profilage de l'individu pour pouvoir lui adresser des propositions beaucoup plus ciblées. On sait qu'évidemment, le ciblage publicitaire est un ressort extrêmement important et que c'est tout l'intérêt de l'économie de la donnée que de procéder à un ciblage sur la base d'un profilage, de façon à analyser, de façon à prédire le comportement des uns et des autres. Et là encore, on va avoir une véritable illustration de la façon dont on peut jouer, interpréter les règles. Ce profilage, alors ici, on vous a donné un exemple du Club Med qui vous informe d'un profilage et qui vous dit: «J'accepte les conditions générales d'utilisation, prendre connaissance de la politique de protection des données» et qui dit: «J'accepte de recevoir les actualités du Club Med et des contenus personnalisés». Et effectivement, on peut tout à fait imaginer et la donnée a beaucoup plus de valeur quand on dit et quand on a créé un profil de femmes de la région de Lyon, de 25 à 35 ans, qui seraient intéressées par les pays scandinaves et puis on imagine tout le raffinement, possible de ce profil-là. Et ça a évidemment une très grande valeur quand on a réussi à acquérir valablement, selon le processus que vous a, décrit Pauline, quand on a pu, acquérir et recouper, ces données. Toute la subtilité, c'est que, il y a le vrai profilage et le faux profilage, hein. C'est un petit peu comme le bon et le mauvais chasseur. Alors ici, c'est presque assez étonnant, parce que le Club Med requiert une autorisation pour procéder à ce profilage et effectivement, quand, on procède à un profilage au sens de l'article 22, en l'occurrence du RGPD, le principe, c'est d'obtenir une autorisation. Et évidemment, obtenir une autorisation, c'est, réduire le taux de transformation de la possibilité de procéder au profilage. Sauf que là encore, il est possible de faire des interprétations et
on a dit la CNIL ment ou se trompe, et pas toujours très fiable. Et l'une des questions tout à l'heure consistait à dire, bah, alors il faut peut-être se fier au CEPD. Bah, même le CEPD n'est pas toujours d'un avis extrêmement clair et laisse des marges d'interprétation assez fortes qui permettent de construire des conformités un petit peu plus fines. Et par exemple, dans ces lignes directrices sur la question du profilage, elle dit, bah, quand vous définissez à peu près une femme de la région de Lyon de 25-35 ans intéressée par les pays scandinaves, elle ne dit pas ça exactement, mais enfin à peu près l'équivalent, elle dit, bah, a priori, on n'est pas dans un vrai profilage parce que ça ne porte pas suffisamment atteinte à l'intérêt des personnes. Le profilage qui porte atteinte à l'intérêt des personnes, c'est quand bah, je vais faire dépendre l'octroi d'un prêt bancaire ou l'octroi d'une assurance à ce type de profilage. Là, ça porte vraiment atteinte aux intérêts des personnes. Pour une publicité ciblée, en principe, ça ne porte pas atteinte aux intérêts des personnes. Mais, nous dit le CEPD, il peut en aller autrement si c'est un public qui est vulnérable, si c'est un mode de collecte de ces données qui est particulièrement intrusif. Bref, ça dépend du contexte et évidemment, ça dépend, ça dépasse. Et donc, tout l'intérêt, c'est de construire une façon de présenter les choses de la façon la plus soft possible, en quelque sorte, pour faire rentrer ce profilage, c'est-à-dire la catégorisation des individus et le faire rentrer dans un profilage qui ne soit pas suffisamment attentatoire. Et dès lors que ce profilage n'est pas très attentatoire aux droits des personnes, on peut se dispenser d'un consentement. Ce qui me fait dire, pour revenir à cet exemple qu'on vous présente ici du Club Méditerranée, qu'en réalité, le consentement n'était pas justifié. Mais à partir du moment où le consentement, enfin, où le Club Med choisit de recueillir un consentement, il commet une erreur parce qu'il va lier deux finalités de données. J'accepte de recevoir des actualités et des contenus personnalisés qui feraient l'objet d'un profilage. Or, on obtient un consentement qui est à la fois sur le profilage et le fait d'obtenir des offres promotionnelles. Donc, on a quelque chose qui est peut-être un peu maladroit en toute modestie de la part du Club Med, et il est possible donc de construire des schémas de valorisation de la donnée assez pertinents, performants, raffinés, qui puissent se dispenser d'un consentement de ce point de vue-là. Donc voilà des façons d'enrichir encore la donnée en construisant des conformités valables. Et un autre mode d'enrichissement et de recoupement de la donnée, c'est ce qu'on connaît tous aujourd'hui, c'est les différents vecteurs, les différents supports, les différents outils que tout le monde utilise et qui vont permettre, en fait, par des faisceaux de recoupement, de se retrouver à avoir un volume de données personnelles extrêmement important. Alors, ce petit schéma qui n'est pas forcément très parlant comme ça, c'est pour en fait illustrer le fait qu'aujourd'hui, je ne connais pas les statistiques, donc je vais dire n'importe quoi, mais 70% des sites, quand vous vous identifiez, vont vous proposer de créer votre profil à partir de votre profil Facebook, de votre profil Instagram, de votre profil Google. Et que, en fait, par le recoupement d'un certain nombre d'informations, vous allez avoir des profils extrêmement complets avec un recoupement qui sera finalement disponible auprès d'acteurs. Alors, les plus connus, effectivement, ça reste quand même les GAFA, mais malgré tout, celui qui va fournir, par exemple, l'application en question ou par exemple IoT concerné, va aussi se retrouver avec la possibilité de recouper des données des profils Facebook, des profils Instagram, parce qu'il a proposé cette fonctionnalité sur son application, sur son service, sur son site internet. Et donc, on va se retrouver avec des profils comme ça qui seront très enrichis. Par exemple, on a en tête une start-up qui intervient dans le tissu. Le tissu connecté particulièrement et le tissu connecté à utilisation dans un environnement sportif. Eh bien, cette start-up, elle va avoir accès à énormément de données. Alors, pas forcément des données directement identifiantes, puisque pour un certain nombre de données, ça va être relié et hébergé plutôt en local sur l'application smartphone qui va être téléchargée par l'utilisateur, et pour des questions de sécurité, et puis aussi pour des questions de notamment données de santé ou données sensibles diverses et variées, l'opérateur de la solution ne va pas souhaiter avoir accès ou ne va pas
estimer utile d'avoir accès à l'ensemble des données. Par contre, il va avoir accès à un certain nombre de données, par exemple de la géolocalisation, par exemple du parcours, si c'est pour un coureur, du parcours effectué, du temps de course, par exemple du dénivelé, des choses comme ça. Et donc, énormément de données qui vont avoir un intérêt majeur pour d'autres acteurs du secteur et énormément de données qui vont avoir aussi une valeur et vont pouvoir se monnayer dans le cadre d'autres partenariats. Dans le cas de cet acteur en particulier, de cette start-up innovante, eh bien forcément, les fournisseurs de produits sportifs, dont alors je dis Adidas, Nike et autres, vont s'intéresser à récupérer ces données-là. Alors pas pour les aspects données personnelles à proprement parler, parce que Pauline Ducoing ou Luc Mario Gagneur courent 4 km en 20 minutes autour de chez eux, ça les intéresse assez peu. Par contre, ce qui va les intéresser, c'est des profils, alors pas au sens profilage, mais des profils un peu plus globalisés, un peu plus généraux, par tranche d'âge, par type de catégorie de genre, alors homme-femme, l'âge, peut-être la profession, le type de course, etc., pour en tirer des statistiques et pour ensuite développer des produits qui seront adaptés à un type de personnes identifiées grâce à ces données qui seront issues d'applications, d'IoT ou autres, et qui vont permettre d'améliorer finalement la gamme qu'ils mettront à disposition de leurs acheteurs, de leurs consommateurs. Et donc, à partir de ça, se pose la question de l'anonymisation de la donnée, de l'agrégation de la donnée et de que peut-on faire des données quand on a une masse importante et qu'on veut valoriser finalement la massification des données personnelles en ayant une exploitation qui sorte finalement du RGPD et qui nous arrange parce que le RGPD, c'est quand même un peu contraignant sous certains aspects et puis que malgré une construction très performante, on a un moment où on a envie de sortir du RGPD. Et donc se pose la question de est-ce que quand j'agrège des données, est-ce que quand je crée des profils finalement assez génériques ou même des profils statistiques, est-ce que je sors du RGPD? Si oui, quand, comment et sinon pourquoi? Et en fait, ça fait écho avec une de nos idées reçues initiales, à savoir, c'est pas parce qu'on agrège de la donnée que nécessairement on sort du RGPD. Alors, pourquoi? Parce qu'on a d'abord un processus d'anonymisation qui est strictement encadré et qui est très exigeant relativement justement aux règles européennes. Pour le coup, on a des lignes directrices d'anonymisation qui techniquement sont exigeantes et qui nécessitent quand même d'être bien sûr qu'on est sur de la donnée anonyme. 9 fois sur 10, nous, ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, ce n'est pas de la donnée anonyme, c'est de la donnée agrégée, c'est éventuellement de la donnée statistique, mais qu'on a souvent une possibilité de faire machine arrière. Voire, et ça finalement c'est presque le plus contre-intuitif, c'est que parfois, alors même qu'on ne détient par principe même pas de données personnelles, en réalité par le degré de détail des données qui naturellement semblent être non personnelles, eh bien en réalité ça va se transformer en des données indirectement identifiantes. Un exemple, application bien-être, on est très tourné en ce moment dans nos sociétés sur l'environnement, l'impact de l'environnement sur nos santé individuelles, l'impact de ce qu'on consomme, à quelle fréquence, selon quelle composition, etc. Et on a de la même manière des applications qui sont très performantes pour nous dire alors, il ne faut pas manger ça, mange plutôt ça, il ne faut pas courir à tel endroit parce qu'il y a tel type de particules nocives, etc. etc. Et en fait, ce type d'application qui, de la même manière, va créer souvent des profils hébergés localement, donc la donnée personnelle est plutôt hébergée localement, on va avoir de la donnée personnelle assez classique sur email, alors bien sûr pas le mot de passe, mais voilà, qui seront à disposition de l'opérateur. Dans tous les cas, on va plutôt miser sur les données environnementales qui vont pouvoir être valorisées et qui vont pouvoir être valorisées auprès de l'utilisateur. Sauf que quand on s'intéresse à l'agglomération lyonnaise, par exemple,
Bah, effectivement, alors, entre, Pauline Ducoing, qui est, 208, rue Garibaldi et Luc Mario Gagneur qui est dans le bureau à côté à la même adresse, si on utilise la même application pour, déterminer qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une pollution, excessive, due aux véhicules qui passent et cetera, l'opérateur de l'application va pas être en capacité de déterminer, avec la géolocalisation et les informations qu'on lui fournit, qui d'entre nous ou d'entre, les 20 personnes ou 50 personnes qui sont dans le même bâtiment que nous, va avoir renseigné ces informations-là. Par contre, lorsque c'est, madame Dupont qui habite au fin fond, de la Creuse, au 3e arbre à gauche, qui va fournir, à 10h12, des informations sur le fait que l'eau de son ruisseau, est un peu verdâtre aujourd'hui, et bien, même si on ne sait pas que c'est madame Dupont qui a nommément, fourni ces informations à un instant T, en réalité, ça va être de la donnée indirectement identifiante parce qu'il y a qu'elle, à ce moment-là, à cet endroit-là. Et du coup, il faut aussi être vigilant sur, à la fois quand on agrège, quand on anonymise, mais même quand, finalement, on a accès à de la donnée qui naturellement ne paraît pas être de la donnée personnelle, mais qui, par le recoupement aussi, par des bases de données qu'on pourrait avoir par ailleurs ou par, d'autres bases de données ou, des bases auxquelles on aurait accès, heu, autrement, eh bien, vont permettre quand même de remonter le fil de, la donnée indirectement identifiante et donc vont nous faire à nouveau rentrer dans le champ de la réglementation européenne en matière de, traitement de données personnelles. Tout ça, ce n'est pas pour dire c'est très, très compliqué, c'est pour dire vigilance. Parfois, il y a des événements un peu, en backfire qu'on n'avait pas envisagés à la conception, parce qu'on a aussi la question de privacy by design, et cetera, qui quand même, tient à cœur, des startups notamment qui ont beaucoup d'idées, sur le développement, d'un certain nombre de technologies. Mais en fait, pour aller plus loin et parce que dans l'utilisation, on va se rendre compte que, même si la donnée, collectée est intéressante, n'est pas directement identifiante, elle peut, le devenir par le recoupement, d'autres informations. De la même manière, et je serai brève, sur, l'agrégation à des fins statistiques, attention, vous pouvez avoir des statistiques personnalisées qui donc restent de l'utilisation de données personnelles à des fins d'établissement d'un profil personnalisé et vous pouvez avoir des statistiques généralisées. Toujours pareil, souvent les statistiques généralisées, vous avez la possibilité de faire machine arrière et donc ça n'est pas toujours de la donnée qui n'est plus personnelle. Il faut vraiment qu'il y ait un niveau de généralisation et d'agrégation qui permettent de ne plus avoir accès aux profils individuels, aux utilisations individuelles, et ce qui va ensuite permettre effectivement de sortir complètement du champ RGPD concernant ces données statistiques. Peut-être pour conclure, on voit que dans ce cheminement, dans ce cycle de vie de la donnée, si on s'y prend bien, si on n'est pas angélique, en même temps et qu'on construit un vrai schéma de justification, d'un certain nombre de choses, mais ce qui suppose de pas collecter de la donnée, de n'importe quelle façon. Ce qui répond peut-être aussi à l'interrogation, là dans les questions-réponses sur le scrapping, harvesting et d'autres formes de trackers. Voilà, il faut quand même pas collecter de la donnée de façon sauvage, sans information, et en tout cas là, c'est pas une situation qui permette de collecter valablement de la donnée. Quand on collecte ces données, quand on les agrège, quand on leur donne une valeur statistique, éventuellement des profils, on peut avoir une masse de données et stocker des bases de données qui ont une vraie valeur économique. Et la data n'est pas seulement donc une contrainte sous l'angle du RGPD, ça peut être un véritable actif et un vrai actif susceptible de propriété intellectuelle. Et c'est ce que je voulais mettre en valeur et faire percevoir la donnée comme un véritable élément d'actif dans un certain nombre de cas, notamment l'aboutissement de données statistiques éventuellement profilées. Et je vous ai redonné ici le cycle de valorisation de la donnée avec l'ensemble des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être mis en œuvre et qui sont souvent très, très méconnus.
En particulier, les bases de données, ça donne lieu, pour le contenu de la base de données, à un droit sui generis, c'est-à-dire un droit propre sur le contenu de ces bases de données. Dès lors que dans la façon d'enrichir cette donnée, c'est-à-dire de la nettoyer, de la vérifier, de l'enrichir, dès lors qu'on a eu des investissements qui ont été significatifs, eh bien, le droit reconnaît un vrai droit spécifique sur ces bases de données, un droit de propriété intellectuelle qui est donc valorisable à l'actif. Ce qu'on connaît également assez peu, c'est que le contenant de la base lui-même, c'est-à-dire son architecture, donne lieu à un autre droit de propriété intellectuelle qui est un droit d'auteur en tant que tel. Et donc, on peut accumuler des actifs, on peut empêcher des tiers d'utiliser, d'accéder à ces bases de données, d'agir en contrefaçon lorsqu'ils y accèdent, qu'ils les réutilisent de façon non autorisée. On peut concéder des licences. Et puis, on peut mettre en œuvre dans tous les stades, depuis la collecte jusqu'à l'exploitation de la donnée, donner lieu à des véritables savoir-faire. Ça peut être des savoir-faire qui sont des méthodes, des procédés, des algorithmes. Alors, vous savez que les méthodes et les algorithmes en eux-mêmes ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur, mais c'est quand même des savoir-faire qui, si on arrive à les documenter, ont une valeur économique et qui ne peuvent pas être appréhendés par des tiers, ou qui, si des tiers arrivent à avoir accès à ces données, on peut les leur empêcher parce qu'il s'agit de secret des affaires. De la même façon, les liens relationnels qu'on peut faire à l'intérieur de ces bases de données, c'est du savoir-faire et ça se protège par des actions en concurrence déloyale. Donc, au milieu de cette data, on a de vrais actifs, pour autant qu'on est capable de construire donc une conformité RGPD, et qu'on est capable de documenter, de justifier donc ces investissements pour montrer qu'on a constitué une base de données qui est protégeable, documenter ces savoir-faire pour être capable aussi de les valoriser, organiser la confidentialité parce que c'est aussi une condition de protection de ce savoir-faire, et que dans ces cas-là, on a de vrais actifs. Et donc la data n'est pas seulement une fatalité et une contrainte quand on la possède, c'est un vrai actif, ça on le savait déjà, mais il faut bien savoir s'y prendre pour pouvoir constituer ces actifs. Voilà à peu près, c'est rapide, hein, 45 minutes. Je crois que c'était 45 minutes le timing qu'on avait. On vous laisse réserver peut-être un petit temps de questions-réponses. Je ne sais pas encore, du point de vue des organisateurs, de quel temps est-ce qu'on dispose encore, mais on est ouvert aux questions. Ce que je peux vous proposer, si vous voulez, puisque c'est la dernière conférence de la journée, c'est qu'on prenne encore 5 minutes pour pouvoir faire un petit question-réponse. Oui, volontiers. Je vois notamment une question: créer une base de données en collectant les prix de certains produits sur les sites e-commerce de grandes enseignes de la distribution, est-ce que c'est autorisé? Alors, d'abord ici, a priori, on ne voit pas de données personnelles, donc on est dans de la donnée purement commerciale. Là, on est dans une situation qui est plutôt du scrapping. La question du scrapping peut être très, très discutée. Alors, il faut faire attention parce que quand on fait du scrapping, on peut être amené à faire du scrapping sur des sites dans différents pays, et que les règles en matière de scrapping ne sont pas tout à fait identiques selon les pays. Il y a quand même une assez grande diversité. Par exemple, aux US, dans un certain nombre de cas, on peut considérer que c'est de la contrefaçon, que ça porte atteinte au copyright. En tout cas, collecter des prix disponibles et réaliser des bases de données à partir de la donnée disponible, oui, ça c'est tout à fait possible, et vous allez pouvoir valoriser ça d'une façon ou d'une autre, et ensuite faire de la business intelligence, croiser ces prix et faire des recommandations, des algorithmes de pricing et vendre cette donnée en utilisant de la donnée publique disponible. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a un certain nombre d'acteurs qui le font tout à fait valablement. J'ai l'impression qu'on épuise le Après sujet. une journée complète sur la Oui. data, je pense que tout le monde est épuisé. Il n'y a que nous qui sommes en forme encore. Effectivement, je ne vois pas d'autres questions. S'il y a des participants qui ont une dernière question peut-être à poser avant que l'on termine cette conférence, n'hésitez pas.
On imagine que c'était clair alors. En tout cas, j'imagine que les participants peuvent peut-être vous envoyer des questions s'ils en ont d'autres directement aux adresses email mentionnées sur la présentation, à l'écran actuellement. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, le temps que les participants puissent éventuellement noter votre adresse, je vous propose de vous dire un grand merci, Pauline et Luc-Marie, pour cette conférence. Merci d'avoir conclu cette journée. Un grand merci à Cybercité aussi pour avoir organisé ce Data Day. On les retrouve en tout cas très bientôt, puisque Cybercité a encore pas mal d'événements à venir sur Saloon. Et en tout cas, on espère peut-être un jour aussi vous retrouver, Pauline et Luc-Marie, sur un autre sujet. Avec Merci. Enfin, plaisir. notre Merci grand thème. beaucoup. Merci à tous. Merci Bonne fin de beaucoup. journée. Au revoir. Au Au revoir à revoir. tous.